VOA Afrique. Très content de vous retrouver dans Washington Forum. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Gros plan sur la Syrie d'une attaque chimique présumée aux menaces de frappes imminentes. D'insoutenables images d'enfants morts dans la ville rebelle de Douma, victimes de gaz toxiques d'après des ONG, ont vite fait le tour du monde le 7 avril dernier. Le régime de Bachar al-Assad est pointé du doigt mais dément une telle attaque. Les condamnations internationales vont-elles aboutir à une riposte militaire? Le président américain Donald Trump frappera-t-il Damas comme il l'a fait l'an dernier? Comment réagira la Russie de Vladimir Poutine, l'allié indéfectible du gouvernement syrien? Des éléments de réponse à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Plus de 40 personnes ont péri dans cette attaque chimique présumée à Douma, dans la Ghouta orientale. Selon les casques bleus, ces secouristes formés pour protéger des civils syriens et la Syrian American Medical Society. L'ONG, l'ONU notamment, a appelé à une enquête impartiale. Pour sa part, après avoir demandé à Moscou mercredi de se tenir prête à des frappes contre son allié syrien, le président Trump fait planer le doute ce jeudi. Il indique sur Twitter n'avoir jamais dit quand aurait lieu une attaque et qu'elle pourrait avoir lieu très vite ou très vite pas du tout. Les derniers développements avec Blanche Sanou. Ils arrivent beaux, nouveaux et intelligents. Il s'agit bien de missiles dont parle Donald Trump dans un tweet qu'il a publié hier sur le dossier syrien. Alors que la tension vient de monter d'un cran après ces menaces d'action militaire, le président américain a semblé temporiser aujourd'hui, entretenant un flou quant à la riposte. En réaction aux menaces de frappe de Trump, la Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Damas a qualifié d'escalade dangereuse les menaces de frappe américaines sur son territoire. La confrontation entre la Russie et les États-Unis s'envenime. L'utilisation des armes chimiques présumées contre les civils syriens attribués au régime de Bachar al-Assad est difficile à digérer et la tension demeure vive après une réunion du Conseil de l'ONU qui s'est soldée par un échec. Quand la population de Douma, avec le reste de la communauté internationale, se sont autres. L'un dit « j'ai de meilleurs missiles » et l'autre dit « les miens sont bien meilleurs ». Mais qui paye le prix, qui paye à la fin, ce sont les civils. L'état du monde ne peut que susciter des inquiétudes. La situation dans le monde devient de plus en plus chaotique, mais nous espérons tout de même que le bon sens prévaudra enfin et que les relations internationales prendront une voie constructive. D'autres, comme le président français Emmanuel Macron, ont choisi de marquer nos réserves. Nous allons poursuivre les échanges d'informations techniques et stratégiques avec nos partenaires, en particulier britanniques et américains. Et dans les prochains jours, nous annoncerons notre décision. Derrière ces réactions, l'Organisation mondiale de la santé a exigé l'accès immédiat et sans restriction à la zone pour soigner les personnes touchées. Moscou, qui nie toujours l'attaque présumée à Douma, a réaffirmé néanmoins sa volonté de participer aux enquêtes pour établir la vérité. Les derniers rebelles dans la ville sous leur contrôle dans la Ghouta orientale ont remis leurs armes lourdes et leur chef a quitté la zone, marquant une importante victoire du régime de Bachar al-Assad. Blanche Sanou, merci bien Blanche. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités de notre studio à Paris. Frédéric Pichon, chercheur et spécialiste du Moyen-Orient, auteur notamment des ouvrages « Syrie, une guerre pour rien » et « Pourquoi l'Occident s'est trompé ». Via Skype de Belgique, Pierre Piccinine d'Aprata, rédacteur en chef du Courrier du Maghreb et de l'Orient, auteur de La bataille d'Alep, chronique de la révolution syrienne. Il a à 2 reprises été emprisonné ou retenu comme otage en Syrie en 2012 et 2013. Et avec moi sur ce plateau, Michael Shurkin, politologue à la Rand Corporation, un think tank fondé en 1948 pour conseiller l'armée américaine. Et d'ailleurs, je commence par vous, Michael Shurkin. Faut-il prendre au sérieux les menaces de frappe du président Trump? Absolument. Je suis 100% certain qu'il y aura des frappes avec le soutien des Français et des Britanniques aussi.
Mais il reste à savoir à quel niveau, à quelle échelle. Mais je crois que les frappes sont certaines. Donc frappe inéluctable, mais les Américains ont-ils établi de manière claire et nette que cette fameuse ligne rouge, vous vous souvenez, employée par Barack Obama en 2013 à propos de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, que cette ligne rouge a été franchie encore une fois en Syrie? D'après ce qu'on dit, c'était franchi. Et il y avait plusieurs accusations dans les années, des années passées qu'on a aussi, on a traversé cette ligne rouge. Et donc, il reste très peu de doutes ici à Washington qu'Assad était responsable, qu'il a vraiment fait une attaque chimique. Oui. Et d'ailleurs, le président français Macron, lui aussi, a dit qu'il a des preuves apparemment. Pierre Piccini, n'a-t-il été prouvé que Bachar al-Assad possède effectivement des armes chimiques et surtout qu'il les a utilisées à maintes reprises? Oui, ça a été établi très clairement et le régime lui-même d'ailleurs ne cache pas qu'il possède des armes. Il a été prévu d'ailleurs suite à l'attaque chimique présumée de 2013 que l'arsenal chimique syrien allait être démantelé par la Russie. Par contre, que le régime ait utilisé ces armes, il ne l'a jamais admis, son allié russe non plus. Et la grande question qui se pose toujours, c'est de savoir quel intérêt aurait-il à le faire, puisque... Alors effectivement, vous me tendez la perche. En fait, j'allais poser cette question à Frédéric Pichon. Quel serait le motif d'une telle attaque de la part de l'armée syrienne? À quoi servirait-elle militairement? N'est-elle déjà pas en train de gagner la guerre en Syrie? Alors, on ne peut pas absolument repousser l'hypothèse de l'utilisation du chimique, en l'occurrence plutôt du chlore, dans la fin d'une bataille comme celle de la Douma. Ça, c'est un peu un des arguments des gens qui veulent penser que ce serait une invention. Il pourrait s'être agi d'une manière d'accélérer un petit peu le nettoyage, si je puis dire, d'une zone qui était quasiment gagnée par l'armée syrienne. D'ailleurs, ce soir, les derniers combattants ont évacué. Donc, l'hypothèse, d'après les observations qu'on a pu faire, c'est qu'effectivement, c'est des produits chimiques qui auraient été répandus dans des milieux assez confinés, des caves ou des tunnels qui sont nombreux dans la Ghouta Est et qui auraient occasionné cette quarantaine de morts qu'a authentifié notamment les casques blancs. Oui, mais vu les nombreux belligérants qui se battent en Syrie, dont pas mal de groupes islamistes et toute la propagande qui prévaut, serait-il prudent d'attendre à la fin de l'enquête impartiale telle que réclamée par le patron de l'ONU, Antonio Guterres? Alors, d'un point de vue, de toute façon, de droit international, c'est un peu ça le problème auquel on s'expose, surtout à Paris, en France, après un discours du président Macron en septembre dernier qui avait prôné le multilatéralisme. Autant c'est vrai, on est dans un conflit et toute information doit être prise avec beaucoup de précautions parce qu'on est en temps de guerre et chacun des belligérants, les rebelles comme le régime, ont intérêt à contrôler les informations qui sortent, à éventuellement les manipuler. Mais de toute façon, la question, elle se pose en termes de droit international. Ouais. C'est-à-dire, peut-on frapper unilatéralement et sur des présomptions, effectivement, d'attaques chimiques. Oui. Et d'ailleurs, il faut noter que l'Observatoire syrien des droits de l'homme, pourtant très actif sur le terrain, n'est-ce pas, n'a pas confirmé cette attaque jusqu'à maintenant. Et puis, il y a évidemment l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui a annoncé l'envoi d'une mission à Damas. Michael Shorkin, si une riposte a lieu, effectivement, que vont donc frapper les Américains? C'est difficile de savoir, mais il y a toujours les sites militaires qui sont des bons cibles, c'est-à-dire que si on frappe un site militaire, le risque de tuer des civils est moins. Et donc c'est plus net de frapper des sites militaires, des avions, les bâtiments qui sont nettement liés au gouvernement syrien. Ce sont ça le genre de cibles que je crois qu'on va cibler. Est-ce que ça va être que des cibles symboliques, comme ça a été le cas l'année dernière? Et d'ailleurs, oui, j'aurais aimé poser la question à Pierre Piccini, vous qui étiez sur le terrain, les stocks d'armes chimiques d'Assad
s'ils existent, ont-ils été localisés? Les États-Unis et leurs alliés pourront-ils les détruire? Alors, comme je le disais, cet arsenal chimique a théoriquement déjà été en grande partie détruit. C'était un accord qui avait été passé en 2013 entre le président Obama et le président Poutine pour sortir de cette impasse dans laquelle on se trouvait déjà à l'époque suite à l'attaque sur la Ghouta. Il y avait déjà eu une attaque présumée à l'arme chimique sur la Ghouta. Donc le régime théoriquement n'a plus de ces armes. Maintenant, évidemment, c'est totalement invérifiable. Mais je voudrais quand même insister sur cet argument que M. Pichon dit ne pas être très valable. Véritablement, il n'y a aucun avantage militaire pour le régime à utiliser du gaz. Au contraire, ça lui procure de très larges ennuis sur le plan international et ça donne aux ennemis, aux rivaux de la Russie des moyens de mettre la Russie en difficulté devant le Conseil de sécurité lorsque la Russie met son veto contre toute intervention en Syrie. Oui. Frédéric Pichon, vous venez d'entendre, Pierre Piccinini, vous venez d'entendre Frédéric Pichon, une réaction rapide? Non, mais on ne va pas refaire ce débat. Moi, j'ai bien étudié la question, j'en ai parlé avec des spécialistes militaires. C'est une hypothèse qu'on peut tout à fait faire. Je ne dis pas que ça a été le cas, je dis que c'est une hypothèse qui est tout à fait crédible. On peut aussi imaginer que Damas ait tenté, et la Russie évidemment, de tester en quelque sorte la solidité de ce qui reste de l'ordre international. Et d'ailleurs, on est en plein dedans. Ouais. Et on voit bien les contradictions à la fois des États-Unis, des alliés des États-Unis. Et finalement, on va être sur des frappes cosmétiques 10 jours après, 15 jours après, qui n'auront aucun sens et qui marqueront un échec de la communauté internationale. Ouais. Voilà, je dis c'est une hypothèse, il peut y avoir une rationalité à avoir fait ça. Maintenant, on verra sur place, moi j'ai aucune preuve. Alors maintenant, comment réagiront les alliés d'Assad, la Russie et l'Iran, notamment à une éventuelle frappe occidentale en Syrie, Frédéric Pichon? Alors, il faut bien voir que la Russie reste incontournable. Et ça, depuis 2015, elle est incontournable, évidemment, au Conseil de sécurité, où elle a déjà utilisé son droit de veto, mais elle est aussi incontournable du point de vue du déni d'accès qu'elle procure à la Syrie. C'est-à-dire que les systèmes d'armes russes empêchent théoriquement tout aéronef ou tout missile de pénétrer dans l'espace aérien, ou du moins est capable de lui infliger des pertes qui seraient inacceptables pour nous. Imaginez un F-16 un F-16 américain, ou un Rafale français qui serait abattu ou touché, ce serait un casus belli. Donc de là découle la diplomatie. Les Russes se rendent incontournables. C'est-à-dire, si vous voulez faire quelque chose en Syrie, et c'est exactement ce qui s'est passé, vous devez parler avec nous. Il y a des canaux, malgré les menaces de Donald Trump, il y a des canaux entre les États-Unis et la Russie. Et vraisemblablement, les objectifs actuellement qui sont en train d'être déterminés se font, très paradoxalement, en coordination avec la Russie. Alors, faut-il donc craindre une nouvelle escalade en Syrie, voire dans toute cette région du Proche-Orient? Ce sera l'un des angles que nous allons aborder dans la deuxième partie de Washington Forum. Restez avec nous. Merci.
Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Un grand merci pour votre fidélité. Plein feu sur la Syrie après une présumée attaque chimique perpétrée le 7 avril dernier à Douma, dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. 4 commentaires Facebook à présent. Il y a 5 tweets. Lubumbashi, RD Congo. Le bras de fer États-Unis-Russie sur la Syrie fait finalement oublier la révolution syrienne à des premières heures. On ne parle plus que de Daesh et des présomptions d'attaques chimiques. Et au final, nous avons un conflit interne internationalisé avec des effets sur les pays voisins, voire toute la région. Kumba Poulo Sidibé, Bamako, Mali, ils veulent détruire la Syrie comme ils ont fait avec la Libye. Youssouf Traoré, Tombouctou, également du Mali, je crois que c'est très difficile pour Trump de réagir de telle manière en présence de la Russie. Et Kofi Apia, Ouagadougou, Burkina Faso, pour Trump, ce sont des effets d'annonce. Ce serait une guerre qui ne finirait jamais pour son pays. Et voilà, et nous retrouvons nos invités à mes côtés à Washington. Michael Shurkin, politologue à la RAND Corporation. De Paris, Frédéric Pichon, chercheur et spécialiste du Moyen-Orient, auteur de 2 livres consacrés à la Syrie, Une guerre pour rien et pourquoi l'Occident s'est trompé. Et de Belgique, l'écrivain Pierre Piccinini d'Aprata, auteur de la bataille d'Alep, chronique de la révolution syrienne. Il a à 2 reprises été emprisonné ou retenu comme otage en Syrie. Mais avant de poursuivre la discussion, quelques repères rapides sur le drame humanitaire en Syrie. Depuis son déclenchement en mars 2011, le conflit a fait entre 250 000 et 500 000 morts, dont de nombreux enfants. Les Nations Unies ont renoncé à comptabiliser le nombre de victimes en 2014. La barre des 5 millions de Syriens ayant fui le pays a été franchie l'an dernier. Pierre Piccinini, pourquoi l'ONU ne parvient-elle toujours pas à sauver la Syrie ? L'ONU est dans une situation un petit peu de blocage, même plus qu'un peu, dans la mesure où la Syrie est l'ancienne alliée traditionnelle depuis la guerre froide de l'Union soviétique, aujourd'hui de la Fédération de Russie, qui possède un siège permanent et un droit de veto. Donc il n'y a pas de possibilité d'intervention. Maintenant, la question est, faut-il intervenir en Syrie dans une guerre civile qui, partie d'une révolution, s'est rapidement transformée entre une lutte entre un régime dictatorial et des mouvements islamistes. Ce qui nous amène à jeter maintenant un coup d'œil sur les principaux acteurs du conflit. Il y a évidemment le régime de Bachar al-Assad et ses alliés, la Russie et l'Iran. Face à eux, une myriade de groupes rebelles en majorité d'inspiration islamiste. Le front Al-Nosra est le plus important groupe djihadiste en Syrie après le groupe État islamique. Également présents les Kurdes, défendus par la milice armée des YPG. Les YPG qui sont la cible de l'artillerie turque qui les accuse de terrorisme. Quant à la coalition internationale, composée notamment des Nations Unies et des États-Unis, et plusieurs pays arabes, elle vise principalement le groupe État islamique. Frédéric Pichon, pourquoi la crise syrienne, partie d'un soulèvement populaire, s'est-elle muée en conflit international ? Alors, je vais essayer de faire simple, mais si vous voulez, moi je me rends en Syrie depuis maintenant plus de 15 ans. J'ai connu la Syrie avant la crise, j'ai fait mon doctorat là-bas, j'ai fait une dizaine de séjours en Syrie, dont le dernier en novembre dernier, depuis qu'a éclaté la guerre. Je ne crois, et plus le temps passe, moins je crois à ce scénario d'une révolution pacifique. Alors, qui a eu peut-être lieu au tout début, moi j'ai même des amis qui y ont participé, mais qui ont très rapidement été dépassés par, effectivement, des mouvements politiques qui prônaient l'islamisme, pas forcément le djihadisme au début, mais l'islamisme. Pourquoi ? Ça correspond tout simplement, je pense, à un temps, aussi une temporalité au Moyen-Orient, où l'islamisme politique est devenu la principale expression des opposants, en fait, depuis une trentaine d'années. La férocité des dictatures de la région a fait qu'en quelque sorte, on s'est retrouvé avec une force d'opposition qui était celle des islamistes, nourrie d'ailleurs assez complaisamment par un certain nombre de puissances régionales, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar,
qui ont joué un rôle au départ, en particulier le Qatar, tout à fait d'accélérateur de la crise. Voilà. Évidemment, les responsabilités reviennent aussi au régime dans la manière dont il a géré au départ cela, mais moi, mes observations, c'est que assez rapidement, on a eu une militarisation de la révolte et que les quantités d'armes et de combattants qui ont afflué en Syrie n'avaient rien d'absolument spontané, si vous voulez. Voilà. Alors maintenant, on est, je pense, dans tout à fait autre chose. L'opposition dite modérée, mais qui était islamiste, a été défaite aujourd'hui à Damas, dans la Ghouta. À présent, il reste des groupes djihadistes, effectivement, du côté d'Idlib, ou encore ce qui reste de l'État islamique. Mais on est passé à une autre guerre, qui est une sorte de guerre froide entre des puissances internationales et des puissances régionales. Je voudrais revenir sur ce débat, armes chimiques, preuves ou pas. Et donc, pour venir là-dessus, un mot rapidement. Oui, je juste voulais dire que les armes chimiques, ils ont une certaine valeur militaire. C'est dans la terreur. Ouais. Si on cherche à terroriser les civils, c'est très utile. En effet, l'utilité militaire est très, très petite. Les armes chimiques sont très difficiles à déployer comme une arme conventionnelle. Mais si on cherche à nettoyer la population, simplement de souligner le fait que nous sommes en contre, c'est nous qui gagnons. Les armes chimiques, ils ont cet aspect terrifiant. C'est-à-dire, c'est simplement pour terrifier les gens. L'utilisation de telles armes a une valeur militaire. Oui. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de valeur militaire. L'utilisation de telles armes n'est-elle pas dévastatrice pour le régime syrien? Surtout après toutes ces images qui défilent sur tous les écrans du monde. Le régime syrien, c'est un pari. On croit que terroriser la population, ça vaut mieux que de risquer les problèmes internationaux. De toute façon, on est déjà mal vu par la communauté internationale en dehors de la Russie. Donc, on a déjà des problèmes vis-à-vis de l'ONU, vis-à-vis de la communauté internationale. Donc, pourquoi pas? Et il y a toujours cette question de tester les limites de ce qui est acceptable, parce qu'on sait que les alliés sont dans un état de désarroi. Les États-Unis ne savent pas quoi faire, n'ont pas su quoi faire avant. Et donc, il y a toujours face à cet désarroi de l'Occident, on peut tester, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et maintenant, comme pour empirer les choses, Damas et Moscou accusent Israël d'avoir bombardé une base syrienne 2 jours après l'attaque présumée de Douma. Peut-être que ça n'a rien à voir avec, je veux dire, en tant que représailles. Mais Michael Shokin, quelle lecture faites-vous de cette attaque imputée à Israël? Quel impact sur cette région du Proche-Orient? Ça souligne le danger d'un grand conflit régional. Je crois que l'Israël a frappé simplement parce qu'Israël est en train c'est dans un état de guerre avec le Hezbollah, qui est l'un des alliés du régime syrien. Donc, autant que je sache, les frappes n'avaient rien à voir avec les attaques de gaz ou même avec ce conflit entre la Syrie et tous les autres. C'était plutôt une attaque contre le Hezbollah, contre les Iraniens qui se trouvent à côté des Syriens. Donc, c'est une autre logique, des autres intérêts, un autre conflit, mais les deux conflits sont entreliés. Et ça aussi, ça souligne le danger, pourquoi cette guerre civile est beaucoup plus dangereuse qu'une guerre simple civile. Parce que c'est beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus dangereux que ça. Et en fait, l'État hébreu a parlé du survol sur son territoire d'un drone, apparemment, venant les Iraniens, ils se vont, ils ont les drones, il y a toujours les menaces sans cesse des Iraniennes contre Israël. Et donc, c'est une situation très tendue. Pierre Piccinine, pourquoi Vladimir Poutine demeure-t-il cet allié aussi indéfectible de Bachar al-Assad? Quels intérêts pour la Russie? Alors, il y a des intérêts immédiats, très concrets, notamment les 2 bases qui sont installées maintenant en Syrie, et une base qui existait depuis un certain temps déjà, celle de Tartous. N'oublions pas que jusqu'à présent, et peut-être plus pour très longtemps, mais jusqu'à présent, la Turquie est un allié des États-Unis, membre de l'OTAN, qui peut ainsi fermer les détroits, le détroit du Bosphore et des Dardanelles, et ainsi bloquer la flotte russe qui se trouve en mer Noire, donc lui couper l'accès à la Méditerranée. La Syrie offre une base directement en Méditerranée, une base navale importante donc pour les Russes.
Par ailleurs, il faudrait peut-être élargir le débat au-delà de la Syrie, oui. À savoir qu'on est, depuis que Vladimir Poutine a redressé la Russie, on est à nouveau dans un cas de confrontation, est-ce qu'on peut dire de néo-guerre froide peut-être, en tout cas de confrontation entre l'Est et l'Ouest, entre les États-Unis et leurs alliés européens, et la Russie de Poutine qui reprend progressivement sa place en tant que puissance mondiale. Je pense qu'on peut comparer ce qui est en train de se passer en Syrie avec ce qui se passe depuis 2014 en Ukraine. On est face à des parties d'échecs entre les deux camps, j'ai presque envie de dire entre les deux blocs, qui sont en train d'essayer de se mettre en difficulté les uns les autres. N'oublions pas aussi que la Syrie est le dernier allié arabe lié à la Russie. Frédéric Pichon, vous aviez l'air un peu optimiste tout à l'heure. Alors comment sortir de la tragédie, cette tragédie syrienne ? Voilà, là si j'avais la réponse, je serais ravi de vous la donner. Ce que je crois, c'est peut-être, ça peut choquer les téléspectateurs, mais je crois que quel que soit le résultat des frappes qui vont avoir lieu et qui à mon avis ne vont rien changer de toute façon au cours de la guerre, pour les raisons que tous les interlocuteurs sur ce plateau ont déjà évoqué avant moi, je pense que quelles que soient ces frappes, il faut admettre que d'une certaine manière, la stabilité de la région et la stabilité de la Syrie est prioritaire sur toute autre considération. Alors évidemment, ça veut dire qu'il va falloir ravaler un petit peu les prétentions que nous avions, nous, en particulier en France, depuis 2011, qui consistaient à vouloir faire partir Assad, avoir une transition politique. J'ai peur que la transition politique que nous réclamons n'ait pas lieu, ou qu'elle n'ait pas lieu comme tout à fait on l'aurait pensé. Je crois qu'il y a une leçon qu'on peut tirer sur le conflit syrien, c'est que désormais, c'est peut-être pas d'ailleurs un conflit de guerre froide, mais c'est désormais les puissances qui ont, comme on dit en anglais, the boots on the ground, qui peuvent imposer des solutions durables et réalistes. Sans cela, on s'expose à des gesticulations, à des rodomontades comme on assiste depuis près d'une semaine. Donc moi, je pense que c'est aussi choquant que ça puisse paraître. Il faut laisser Assad gagner en Syrie d'une certaine manière, accepter une forme effectivement non pas d'échec, mais de victoire de l'État syrien. Alors on va laisser Assad de côté, à la limite, de l'État syrien, de manière à ce que un certain nombre d'autres problèmes soient réglés, qu'il y ait le problème des réfugiés, qu'il y ait le problème effectivement peut-être aussi de l'État islamique, oui. Et des groupes terroristes dans la région qui sont prioritaires, me semble-t-il, par rapport à des objectifs qui sont actuellement des buts de guerre qui consistent à punir. Or, punir n'a jamais été un but de guerre. Voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités et à toute l'équipe de VOA Afrique. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care. Merci bien.